Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. J'ai grand plaisir à vous retrouver. Nous allons aujourd'hui vous présenter l'émission Le Fait du jour. Nous sommes le 24 juillet 2007 et l'invité de cette émission est Jean-Christophe Mounic. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Claude, bonjour chers téléspectateurs. Voilà, Jean-Christophe Mounic, pour ceux qui par extraordinaire ne le connaîtraient pas, est un journaliste et un économiste. Il est également l'auteur d'un blog réputé qui s'intitule Le Révolutionnaire Bleu. L'adresse internet est le révolutionnaire-bleu.blogspot.com et donc vous y trouverez des articles particulièrement dynamiques et particulièrement décapants. Le dernier en date, celui que j'ai découvert aujourd'hui, a créé deux néologismes qui vont certainement faire florès. Le premier, c'est la drauche, qui est un condensé de droite et de gauche. Vous aviez créé déjà, mon cher Jean-Christophe, l'expression l'UMPS. Oui, le jour de la fondation de l'UMP, je vous ai dit que ce serait l'UMPS. Voilà. Ce serait vous ne vous étiez pas trompé. Voilà, la deuxième jambe du système socialiste français. Et vous avez également créé une autre expression qui s'appelle les ponctionnaires, c'est-à-dire que c'est un condensé de fonctionnaires et de ponctions, et donc ça donne les ponctionnaires. Voilà, donc on vous retrouve bien tel qu'en vous-même, puisque les fonctionnaires ont toujours été l'objet de vos attentions délicates, et de ce point de vue-là, votre inspiration continue d'évoluer dans le bon sens. Alors nous allons parler aujourd'hui, mon cher Jean-Christophe, si vous le voulez bien, de la situation économique du pays. Nous sommes à un peu plus de 2 mois de l'installation de M. Sarkozy dans ses fonctions et nous avons constaté qu'il mettait en œuvre en effet un certain nombre de dispositions qu'il avait annoncées d'ailleurs, et celles-ci sont connues et il n'y en a pas d'autres. En tout cas, aucune autre n'est annoncée. Alors, nous sommes donc dans la situation de pouvoir déjà, sinon apprécier les résultats, du moins anticiper les résultats de ces mesures. Et il semblerait, d'après les économistes sérieux, et vous en êtes, qu'il ne faille pas attendre monts et merveilles de ces dispositions. Est-ce bien votre sentiment? Et oui, dans le sens où ces baisses d'impôts qui seront réelles, et disons qu'il y a deux grandes mesures économiques dans le programme de Nicolas Sarkozy qu'il est en train de mettre en œuvre. C'est d'une part la baisse des impôts, mais qui va toucher surtout les droits de succession. Et puis il y a le bouclier fiscal qui serait limité à 50% lorsqu'on additionne l'ISF, l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, mais il se trouve que ce bouclier fiscal en fait est une procédure contentieuse et que tous les conseillers fiscaux décommandent fortement aux gens qui payent l'ISF de faire un recours, parce que c'est un recours contentieux et qu'à ce moment-là l'administration fiscale vérifie l'intégralité de votre situation et qu'elle peut être agacée du fait que vous contestiez l'impôt et veuillez diminuer votre impôt. Donc il y a toujours possibilité de rehausser votre ISF sur l'évaluation notamment de l'immobilier qui ne cesse de croître à grands pas. Et donc ce qui fait qu'il y a à peu près 2% des gens qui sont susceptibles de bénéficier de ce mécanisme qui pour l'instant ont fait et feront la demande de ce bouclier fiscal. Donc c'est une mesure qui ne compte pas. Donc les deux seules mesures sont celles de l'exonération des charges sociales pour les heures supplémentaires et de l'impôt sur le revenu pour les heures supplémentaires, et puis l'exonération des droits de succession jusqu'à hauteur de 300 000 € par donateur et par récipiendaire. Donc c'est quelque chose qui va bénéficier, effectivement, toute baisse d'impôt est quelque chose de bénéfique pour les libertés en France. La seule chose, c'est que ce sur quoi il faudrait vraiment mettre l'accent, c'est la création de richesse. Or, cette création de richesse, elle est due au travail et à l'investissement. Donc, permettre la transmission à ses enfants sans payer de droits de succession, c'est une mesure de justice, dans le sens où les impôts ont déjà été payés de manière très lourde sur le travail qu'ont effectué les générations précédentes, mais il n'empêche que ce n'est pas la mesure choc qu'on peut attendre. Et pour ce qui est de la déduction, enfin des heures supplémentaires, l'exonération de charges des heures supplémentaires, vous remarquerez, et je suis étonné d'ailleurs qu'il y ait aussi peu de commentaires sur le sujet, que ces exonérations ne concernent que les charges sociales
personnelle et salariale. Il n'y a pas d'exonération de charges sociales patronales. Et on sait qu'il y a deux types de charges sociales en France. Il y a les plus lourdes, qui sont les charges sociales patronales, 50% à peu près d'une somme que vous versez, voire plus, ça peut monter jusqu'à 60% de ce que vous versez à un salarié en brut. Si vous versez 100, vous allez payer 60 en charges sociales, plutôt 50, mais parfois 60. Et sur ces 100 que reçoit le salarié, il va lui-même payer 25 de charges sociales avant ensuite de payer l'impôt sur le revenu, ses taxes d'habitation, sa TVA, etc. Donc c'est le summum de la ponction sur les revenus du travail est détenu par la France. C'est un record du monde. 72% de prélèvements sur le travail, cocorico, c'est quelque chose d'énorme qui transforme les travailleurs en véritables esclaves du système. Et donc on veut tenter de l'alléger à la marge. La seule chose, c'est que cet allègement joue pour le salarié mais pas pour le patron. Et donc il est probable, moi j'en ai discuté avec des chefs d'entreprise qui avaient des petites PME, enfin petites, de l'ordre de la centaine d'employés, et qui me disaient que eux, dans leur branche, autrefois, payaient 10% de plus pour la majoration pour les heures supplémentaires, lorsqu'ils versaient des heures supplémentaires à leurs employés. Là, le gouvernement Sarkozy étend la majoration sur l'ensemble des branches à 25% de plus dès la première heure supplémentaire. Lui, ça va lui coûter 15% de plus. Il n'a pas d'exonération de charges sociales à titre personnel, un demi-euro de compensation par heure, ce qui est négligeable. Et donc ces exonérations toucheront ses salariés. Mais cet ami m'a dit, écoute, moi dans ces conditions, les heures supplémentaires vont me coûter plus cher, donc je n'en distribuerai pas une, il n'y a pas de raison que je paye 25% de plus une heure de travail. Je préfère employer des travailleurs intérimaires qui, eux, me coûteront aux alentours de 10% de plus. Donc entre 10% et 25%, le choix est vite fait. Donc il est probable, ce sont les patrons qui distribuent les heures supplémentaires, ce n'est pas les salariés qui disent je veux faire plus d'heures supplémentaires. Et donc il est probable que les chefs d'entreprise ne distribueront pas d'heures supplémentaires. Et alors, il y a en outre un problème que les économistes connaissent parfaitement bien, c'est que le jeu des vases communicants fait que toute baisse fiscale se traduit par une augmentation d'impôts s'il n'y a pas une baisse concomitante des dépenses publiques. Or, dans le programme de Nicolas Sarkozy, il n'y a strictement aucune baisse programmée de dépenses publiques. Et on a pu lire aujourd'hui même dans la presse les estimations de M. Marini, Philippe Marini, qui est le rapporteur général du budget au Sénat, et qui estime qu'avec une croissance autour de 2,5%, il faudra, d'ici à 2012, économiser 80 milliards d'euros pour ramener à peu près dans une situation acceptable les finances publiques. Alors c'est très exactement ce que nous avions estimé il y a pas mal de temps. Il faudrait baisser dès la première année, et non pas sur 5 ou 6 ans, car ça n'a pas de signification, de 10% des dépenses publiques. Ça ferait exactement 80 milliards. Donc, dépenses publiques étant pour l'essentiel constituées des impôts, enfin du train de vie de l'État et du train de vie des organismes sociaux. L'un et l'autre faisant à peu près 800 milliards d'euros, donc 10%, ça fait bien 80 milliards. Or, si l'on ne fait pas cela, nous sommes sûrs, mais absolument sûrs, que dès les mois qui viennent, et d'ailleurs le Sénat lui-même a indiqué qu'il faudrait sans doute augmenter l'encours de la dette sociale, enfin, qui est augmenté d'office, et le verser à la CADES, avec cette fois-ci l'obligation de prélever davantage au titre de la CRDS, c'est-à-dire 2 points de plus. En fait, il est vraisemblable que dès l'automne, il y aura des projets qui augmenteront soit d'un demi-point à la CSG, plus d'un quart de point à la CRDS, et que nous entrerons inévitablement dans le cercle infernal de l'augmentation des dépenses publiques et donc l'augmentation des impôts. Donc dans ces conditions, que va-t-il advenir de ce fameux point de croissance que paraît-il, M. Fillon l'a dit bien des fois, ainsi que M. Sarkozy, que nous appelons nos voeux. Il faut savoir que la croissance en France pour l'année 2006 a été la deuxième plus faible de l'Union européenne, et c'est tout à fait normal puisque la Commission européenne signalait récemment que la France avait au sein de la zone euro
le plus fort taux de dépenses publiques et sociales, 53,8% de dépenses publiques et sociales. Encore un autre cocorico que nous pouvons pousser grâce... On est les champions. Voilà, on est les champions grâce à nos fonctionnaires qui nous dirigent. Et c'est toujours la haute fonction publique qui dirige la France, même si c'est un avocat qui est mis en avant et qui fait le guignol devant les caméras de télévision. Le pouvoir réel appartient aux énarques. D'ailleurs, on sait qu'il y a beaucoup de ministres qui n'ont pas le niveau et ce sont tous leurs entourages qui sont uniquement composés d'énarques qui ont été choisieusement choisis et qui sont les vrais décideurs. Souvent, les vrais décideurs sont les conseillers à l'Élysée, pas du tout les ministres, même si ces derniers, il y en a moins qui ont fait l'ENA que dans les gouvernements précédents. Et donc, les fonctionnaires dirigent la France et ils font ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire de la dépense publique et sociale. Et nous avons ce record d'Europe. Et en contrepartie, eh bien, cet État nous étouffe, ces dépenses sociales sont inefficaces, c'est comme le système éducatif français, la fabrique à crétins, c'est le titre de livres qui sont publiés par des professeurs qui sont bien placés pour juger de l'efficacité, oui, tout à fait, du système. De la même façon, la sécurité sociale française, vous-même, vous êtes parfaitement placé pour en parler, mais c'est un système d'escroquerie généralisée, et c'est ce que disait d'ailleurs le président de la caisse d'assurance des caisses de retraite des médecins, Gérard Modrux, un ancien du PPL que vous aviez fondé, un ancien candidat du Parti pour la Liberté que vous aviez fondé, mon cher Claude, et qui dit, bon voilà, je suis à la tête d'une bande d'escrocs, parce qu'on vole de l'argent aux travailleurs actuels, aux actifs, pour leur distribuer aux retraités, et ces actifs, le jour où ils sont retraités, eh bien, ne toucheront de retraite que si l'État a toujours cette capacité d'aller voler l'argent des travailleurs. Donc c'est un système inique, scandaleux, et qui de toute façon finira à sa perte, puisque il y a un nombre toujours plus grand de retraités en raison de... Chaque année on en a entre 100 et 200 000 de plus. Voilà. Et donc c'est ce qui explique d'ailleurs le brutal creusement du déficit de la sécurité sociale cette année. Tout d'un coup, les administrateurs des caisses se sont aperçus qu'il y avait beaucoup plus de gens qui prenaient leur retraite. Ça fait simplement 25 ans qu'on le sait. Hein. Quelle surprise. Ouais. Et c'est le propre des fonctionnaires que de ne jamais rien voir venir. Et ils s'en foutent, ils n'ont pas de compte à rendre, ils ont la sécurité de l'emploi, ils ont des hommes politiques qui sont à leurs mains. Mais il y a des rapports qui ont été faits. C'est la suite du baby boom se traduit en papy boom. Il y a beaucoup de gens qui sont nés dans les années 60, il y en a énormément qui vont prendre leur retraite dans les années après-guerre, et donc voilà, 60 ans après ils prennent leur retraite, 65 ans après ils prennent leur retraite. C'était quelque chose de logique qui était inscrit dans les chiffres. Et ce sont des réalités qui ont été soigneusement cachées à la population. C'est-à-dire que par-ci, par-là, il y a un rapport qui est bien fait où on peut lire tous ces chiffres. Mais enfin, il n'y avait jamais de propos très alarmistes, ou rarement, disons. Et puis, l'alarme dure le temps d'une une d'un journal. Et puis, les jours après, on se dit, ah, Nicolas Sarkozy est en train de sauver les infirmières bulgares. Regardez comme il est merveilleux et sa femme n'est-elle pas belle, etc. C'est des choses qui est réelle, mais qui ne met pas de beurre dans les épinards des Français. Il y a 65 millions de Français qui ont une économie qui est en très mauvais état, qui a une faible croissance, une dette qui explose. Et comme vous le dites très bien, mon cher Claude, si on voulait vraiment relancer la croissance, il faudrait baisser les dépenses publiques. En tout cas, il faudrait ne plus les augmenter d'un seul euro sur l'année. Il faudrait ne pas engager un seul fonctionnaire qui part à la retraite. Ce serait quelque chose de tout à fait facile, puisque il y a plus de 25% des actifs en France qui sont des fonctionnaires, alors que même en Allemagne, on arrive à des taux qui sont de l'ordre de 16. Donc on peut estimer qu'il y a un tiers des fonctionnaires qui sont complètement en superflu et qui ne servent pas aux Français, mais qui au contraire plombent les comptes publics. Donc il faudrait baisser ces dépenses sociales. Ce fameux point de croissance en plus, eh bien, nous ne l'aurons pas. Nous ne l'aurons pas parce que... Votre analyse. Et comme vous le disiez fort justement, qui est aussi la vôtre, mon cher Claude, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on fait des cadeaux fiscaux, ce ne sont pas des cadeaux, ce sont des baisses fiscales, tant mieux, mais comme il n'y a pas de baisse des dépenses publiques et sociales en face, il va falloir augmenter d'autres impôts,
On sait que ce sera probablement la CSG, ça pourrait être l'occasion de lancer une TVA sociale en plus, mais l'Europe ne permettra pas l'Europe ne permettra pas à la France de creuser encore davantage ce déficit. Alors, la situation est effectivement, je dirais, sans exagérer, je la trouve quasi désespérée. Elle ne serait pas désespérée si on avait pris le taureau par les cornes, comme les déclarations de Nicolas Sarkozy laissaient l'espérer. Car quand il apprenait et prêchait la rupture, c'était ce que les gens ont compris. Ils ont compris qu'il y aurait réellement une rupture. Or, on s'aperçoit à l'usage, et nous l'avions bien décelé dès le début, parce que dans les mesures qu'il annonçait, rien n'était synonyme de rupture véritable. Or, les gens vont, dans les semaines qui viennent, inévitablement se réveiller. Actuellement, le taux de satisfaction vis-à-vis de Nicolas Sarkozy est très élevé. Je crois qu'il est de l'ordre de 65%, ce qui est un taux record. Mais dès que les gens vont comprendre que tout ceci va se traduire pour eux par une stagnation de leur pouvoir d'achat, ce qui est le problème numéro un des Français avec l'insécurité, et que d'autre part, cette stagnation va encore s'aggraver du fait qu'il y aura des ponctions fiscales supplémentaires, tout ceci va créer une situation politique radicalement nouvelle, et je pense personnellement que les 5 millions de voix bleues qui se sont portées sur Nicolas Sarkozy sont extrêmement volatiles et risquent fort de le quitter assez rapidement, et du coup, ça n'aura pas de traduction électorale immédiate puisqu'il n'y a pas d'élection en vue, sauf les municipales qui sont au mois de mars prochain, mais on sait qu'un pouvoir qui n'a plus vraiment de majorité est un pouvoir qui par définition devient faible et qui peut à ce moment-là commettre beaucoup d'erreurs, et c'est là qu'on risque d'entrer dans un cercle qui pourrait être particulièrement dangereux en raison même du fait qu'il n'y a plus d'opposition. Alors il y a cette fameuse ouverture qui, à mon avis, n'a strictement aucun sens. Ce sont des débauchages à la fois individuels mais qui traduisent bien le désarroi du socialisme. Donc maintenant nous avons une situation politique qui va devenir, j'allais dire intéressante, oui, intéressante, mais en même temps inquiétante et dangereuse. Que pensez-vous de l'évolution de cette situation ? Oui, deux choses. D'abord, pour revenir sur ce que vous disiez sur la stagnation du pouvoir d'achat des Français. J'aurais tendance à dire que c'est une stagnation, et vous avez raison, officielle et dans les chiffres. C'est une régression en fait. Dans la réalité, il y a une très forte régression du pouvoir d'achat des classes moyennes. Michel Gurfinkel avait organisé un très beau colloque sur le monde libre à la mairie du 16e il y a de cela quelques jours, et il y avait le sociologue Louis Chauvel qui enseigne à Sciences Po et qui avait montré, graphique à l'appui, l'effondrement du pouvoir d'achat des classes moyennes par rapport à l'immobilier. Et donc on voit que, en comparaison du sortir de la Seconde Guerre mondiale et jusque dans les années 60-70, il y a eu une progression du pouvoir d'achat régulière, et que depuis les années 80, il y a un effondrement, et la capacité d'achat ou de location en termes immobiliers par exemple a été divisée par 2,5, ce qui est absolument énorme. Cette baisse du pouvoir d'achat se constate également dans le domaine de la nourriture. On sait que les matières premières vont fortement augmenter en raison de difficultés climatiques et puis de l'arrivée sur le marché des Chinois et des Indiens, la consommation mondiale. Il y a 2,5 milliards de personnes potentiellement qui vont arriver à un niveau de développement relativement satisfaisant. Alors pour l'instant, ils sont peut-être 300 millions, 300 ou 400 millions sur ces 2,5 milliards, mais il y a un énorme réservoir de gens qui, aujourd'hui... Si on additionne la population indienne et la population chinoise, on arrive au chiffre que vous indiquez. Voilà, on arrive à la moitié de la population mondiale. Et ce sont des pays qui se développent à des taux entre 8 et 12% de croissance par an, et donc qui ont un pouvoir d'achat qui croît, et celui des Français, lui par contre, stagne et diminue parce qu'il crée une pression à la hausse sur l'achat notamment des matières premières, et puis aussi dans le domaine des matières agricoles. Et donc je crois qu'il y a d'abord une baisse très très forte du pouvoir d'achat des Français, qui fait d'ailleurs qu'il y a de moins en moins de Français qui partent en vacances. Alors on dit c'est merveilleux, ils vont en famille, ils ne vont pas à l'étranger. C'est pas merveilleux, c'est qu'ils n'ont plus d'argent, ils sont obligés d'aller chez papa et maman en vacances. C'est pas que ça les amuse de retourner, ils sont peut-être contents de les voir pendant une semaine, mais ils peuvent aussi vouloir avoir leur indépendance. Ils n'ont plus financièrement, ils n'ont pas les moyens de louer. Où ils n'ont pas les moyens d'acquérir une résidence secondaire. Donc c'est un drame de ce point de vue-là. Pour ce qui est de la situation politique,
Sinon, eh bien, j'aurais tendance à aller dans votre sens. C'est-à-dire que bon, l'UMPS qui est au pouvoir, ce radical socialisme à la Chirac va se poursuivre. C'est toujours du radical socialisme. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy, c'était amusant, on le lit dans Le Canard enchaîné. Son grand truc du moment, c'est de poursuivre l'ouverture à gauche et d'aller chercher des communistes. Et donc, il chercherait à débaucher M. Guesso et Robert Rue pour ouvrir encore sa majorité. Alors, on ne savait pas que le communisme était une belle idée et que les communistes étaient des gens sympathiques, mais c'est ce que pense Nicolas Sarkozy, qui va encore un peu plus cocufier son électorat. Le terme n'est pas de moi, il est de Marianne, qui parle de cocu de la droite, mais c'est exactement ça. Et donc Nicolas Sarkozy a réussi à prendre toutes les voix des révolutionnaires bleus, les voix bleues, les voix de la droite de conviction. Mais par contre, vous avez raison, ces gens-là vont se rendre compte des réalités assez rapidement, en tout cas ce seront les premiers à se rendre compte. Et en face, il n'y a plus de parti socialiste, ils sont effondrés. Leur candidate a elle-même dit que les deux principales mesures économiques de la gauche étaient catastrophiques. La généralisation des 35 heures et le SMIC à 1 500 €, c'était des idées absurdes. Il n'y a plus de parti communiste. La droite nationale s'est effondrée, elle est à 4%, elle est en faillite. Et donc tous ces gens-là ont fait d'énormes erreurs et l'UDF de Bayrou n'existe pas non plus, il n'a plus que 4 députés. On rappelle que quand il avait récupéré le groupe UDF au départ et qu'il était président de ce groupe, il y avait 128 députés. Une législature après, ils étaient aux alentours de 26, aujourd'hui ils sont 4, c'est un échec dramatique pour François Bayrou. Et donc il n'y a pas de force d'opposition, mais il n'y a pas non plus d'UMP. L'UMP, ça correspond à rien. C'est des gens qui ont fait une campagne à droite et qui vont demain cautionner un président de centre-gauche qui ne fait rien. Et donc il y a un désert politique, il y a un vide absolu. Alors la nature a horreur du vide, qui arrivera à le combler L'histoire le dira. L'histoire le dira. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce vide se comblera à droite. Il y aura certainement à gauche une résurgence d'un parti qui s'appellera socialiste ou pas. D'ailleurs, les socialistes sont en train de réfléchir à un changement d'appellation, ce qui ne serait pas d'ailleurs forcément un changement de nature. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va se construire à droite une nouvelle force politique que la Révolution bleue d'ailleurs ambitionne d'être, qui sera fondée sur effectivement une véritable gouvernance de droite, c'est-à-dire une rupture avec non seulement la social-démocratie, mais aussi avec l'ensemble des dérives, notamment sur le plan social, sur le plan fiscal et sur le plan sociétal, comme on dit maintenant. Donc ça va se faire inévitablement en raison précisément du fait que vous invoquiez, c'est-à-dire la nature a horreur du vide. Ce qu'il faudrait, mais là on n'en est pas sûr, c'est que ces choses se passent dans un climat aussi acceptable que possible. Or, je crains personnellement que ça ne soit pas le cas, car à partir du moment où les gens vont s'apercevoir qu'ils ont été d'une part trompés, qui est toujours désagréable, et d'autre part, et surtout que les choses ne vont pas bien, alors là on peut s'inquiéter sur la paix civile. Et donc, de ce point de vue-là, j'aimerais avoir votre point de vue, et je pense que nous terminerons notre entretien sur ces considérations. Oui, pour ce qui est du domaine, je relisais les quelques pages, les premières pages du livre que nous avions écrit ensemble, La Révolution bleue est en marche. Et c'est amusant le contraste, parce que nous l'avions écrit dans la foulée des événements de novembre 2005 et des émeutes généralisées, et l'expansion titrait, journal économique sérieux, titrait la France en faillite, le système éducatif français en faillite, les hôpitaux étaient en faillite, on découvrait que la dette était de plus de 2300 milliards d'euros, alors qu'on nous disait qu'elle était de 1000 milliards d'euros. On découvrait que la pente française était la plus dramatique de tous les pays de l'Union européenne. Et donc il y avait un constat très sombre fait par, nous avions cité l'expansion, mais qui était fait par l'ensemble des médias en France. C'était le drame, et ces immigrés qui ne s'intégraient pas et qui, après avoir mis le feu aux voitures, se mettaient depuis des années dans la plus grande tolérance parce que les forces de l'ordre, on leur interdisait, les pouvoirs politiques leur interdisaient d'aller rétablir l'ordre pour ne pas créer d'émeutes. Et bien ces émeutes, alors que les forces de l'ordre n'intervenaient pas, ont eu lieu, elles étaient généralisées,
des populations d'origine la plupart du temps immigrées mettaient le feu à des écoles, à des bus, à des gymnases, à des entreprises sur tout le territoire français. Et c'était un choc pour les Français énorme. Et il y avait une véritable peur qui a saisi la population à ce moment-là, et les gens se sont dit, mais au fait, en plus, nous sommes au bord de la faillite. C'est Jean-Pierre Raffarin lui-même qui disait, la France est en banqueroute. Et donc on avait l'impression que le constat était fait, la situation était catastrophique. Et puis il y a eu ces élections présidentielles, où Nicolas Sarkozy a récupéré une partie des thèmes, et là les Français d'un seul coup, et tous les médias, se sont dit c'est bon, nous sommes sauvés. En fait on a remplacé Jacques Chirac par un Chirac plus jeune, qui n'avait pas fait l'ENA, et qui était avocat, qui est probablement plus en phase avec la société actuelle, mais qui reste quelqu'un qui n'a pas de conviction solide, et qui fait beaucoup d'effets d'annonce, mais derrière, comme nous l'avons dit dans la première partie, il n'y a pas grand-chose. Eh bien, cette situation dramatique demeure. Les Français ont du mal à survivre. Je vois tout un tas de Français qui ont des salaires moyens, le salaire médian étant à 1450 € par mois, qui montent un peu au-delà, entre 1450 et 2500 € par mois. Ces gens-là ne peuvent plus avoir de voiture. C'est pour ça que les ventes de voitures baissent. Ces gens-là ne peuvent plus partir en vacances. Et donc ces gens-là sont frustrés et ils voient qu'ils vivent moins bien que d'autres qui débarquent du Mali ou d'ailleurs et à qui on donne tout de suite des logements sociaux, alors que ces gens-là ne peuvent pas se reloger ailleurs parce que les loyers sont trop chers. Et donc il y a une nouvelle misère sociale qui est en train de s'installer, en tout cas de désespérance. Et qui est donc génératrice de troubles politiques évidents. Exactement. Et si on ajoute à cela l'immigration de gens qui sont moins bien intégrés, la poussée de l'islam, et on sait que les islamistes sont très forts pour créer des troubles dans les banlieues, la création de nouvelles mafias qui prennent le pas sur les forces de l'ordre puisque l'État recule dans les zones de non-droit, etc. On voit qu'il y a un cocktail qui est explosif et tous les corporatismes français de gauche, les syndicats, etc., qui ne veulent rien céder de leur pouvoir et de leurs privilèges, et bien avec ça, on ne voit pas comment on pourrait éviter une explosion sociale. Alors évidemment, ce ne sera pas forcément à la rentrée en septembre, mais à terme, elle est inscrite dans les faits et un pays ne peut pas continuer à s'endetter comme ça indéfiniment. Un pays ne peut pas continuer à perdre son identité en recevant chaque année entre 350 et 400 000 immigrés de plus par an que nous n'avons pas les moyens d'entretenir. Eh bien, cette conclusion, évidemment peu optimiste mais réaliste, sera la conclusion de cette émission. J'espère que vous allez vous remettre de tout ce que nous venons de vous dire. En tout cas, je le souhaite vivement, mais je crois que nous avons un devoir de vérité, en tout cas un devoir d'appréciation aussi objectif que possible des faits. C'est à quoi nous nous sommes employés. Madame, mademoiselle, monsieur, malgré tout cela, portez-vous bien, soyez heureux. À bientôt et vive la France.